Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et notre grand entretien aujourd'hui, c'est Véronique Riche-Flores. Bonjour, économiste et présidente de Riche-Flores Research. On a eu une semaine chargée en banque centrale. Jérôme Powell du côté américain qui a dit que la pause, ça allait peut-être être dans les prochains mois. Du côté de Christine Lagarde, réponse ferme, la pause, c'est niet, c'est pas pour aujourd'hui. Comment vous interprétez cette semaine banque centrale ? Alors, des discours et des positionnements effectivement a priori très différents. Après, il faut remettre ça dans le contexte et on a quand même l'impression que Madame Lagarde, particulièrement, je commence par elle, a surtout voulu se protéger, enfin probablement satisfaire un certain de ses membres qui auraient souhaité une réponse peut-être un peu plus agressive et qui veulent surtout se protéger contre l'anticipation d'une pause, voire, ce qu'on a vu ces derniers mois, l'anticipation d'une baisse des taux à venir dans quelques mois. Donc moi, j'ai tendance à prendre un peu de distance par rapport à ce discours un petit peu langue de bois quand même. Il faut dire que Madame Lagarde nous a martelé le message. L'inflation, il y en a pour longtemps. Notre objectif, c'est vraiment 2%. Et il n'y a pas de pause dans les tuyaux. Je suis plus dubitative, notamment quand je regarde ce qui se passe du côté américain. D'abord parce que la situation économique commence à montrer très clairement des signes assez inquiétants. Alors, disons, pour satisfaire les banques centrales, l'efficacité de leur politique monétaire, qui commence effectivement à gripper les perspectives de demande. C'était l'objectif recherché. Les conditions de crédit qui se durcissent, et je pense que c'est un point majeur aujourd'hui, qui se durcissent extrêmement rapidement aux États-Unis. Alors là, on a une explication. Au-delà de la hausse des taux d'intérêt directeurs, effectivement, la crise bancaire des banques régionales qui a des effets, des retentissements très clairs. On va parler de tout ça. D'abord, en termes de calendrier, la Réserve fédérale américaine a commencé plus tôt son cycle de hausse de taux. La BCE a commencé après. C'est normal, j'ai envie de dire, qu'elle termine après ? Oui, alors, typiquement, voilà, dans notre scénario économique, puisqu'on fait aussi des prévisions, nous, on avait un dernier mouvement d'un quart de point ce mois-ci aux États-Unis, point. Et on arrêtait pendant quelques mois avant une baisse. C'est plus ou moins ce qui a été annoncé. Exactement. Et on avait 2 hausses d'un quart de point en zone euro avec un arrêt après la réunion du mois de juin. Donc vous voyez qu'on n'est pas complètement surpris. Et après, le risque, effectivement, comme vous le dites, est-ce qu'une banque centrale européenne doit forcément en faire autant qu'une banque centrale américaine ? On n'a pas le même potentiel de croissance. En même temps, on a plus d'inflation. Si véritablement on garde les yeux rivés sur l'inflation, on se dit, oh là là, oui, avec une inflation encore à 7%, on n'a pas fini de voir des hausses de taux. On sait que la réalité n'est pas celle-là en général, que la politique monétaire ne se base pas uniquement sur l'inflation. La croissance a été très faible en zone euro. On vient d'avoir la publication des commandes allemandes de moins 10,4% sur un mois. C'est extrêmement violent. C'est le mois de mars. Ce mois de mars a été très particulier, mauvais partout. Mais on est obligé, et la Banque centrale européenne sera bien obligée de prendre acte. L'économie allemande semble quand même prendre une très mauvaise voie ces derniers temps, qui semble celle d'une récession. Il semble difficile d'imaginer que la Banque centrale européenne persiste et signe jusqu'au bout. Je continue. Alors, et en même temps, elle a dit, on est data dépendant maintenant. On regarde les data, on n'est pas obtus. Donc quand elle regarde la crise bancaire américaine se poursuivre comme un château de cartes, on a vu PacWest hier perdre la moitié de sa valeur, alors que ça avait déjà commencé ces derniers temps. Quand même, il y a des datas qui font peur. Il y a des datas qui font peur, il y a des tendances qui vont clairement pas dans le bon sens, il y a des enquêtes auprès des banques qui donnent clairement des signes de restriction du crédit bancaire qui sont un sujet, parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui ? Freiner la demande, mais normalement privilégier l'offre. Or, ce qu'on voit effectivement, c'est que la demande des entreprises pour financer leurs investissements est en train de se retourner. Donc à un moment donné, ce jeu de remontée des taux directeurs finit par être totalement contre-productif. Et c'est bien là, effectivement, qu'on estime que les modèles et toutes les fonctions de réaction des banques centrales finiront par les rappeler à l'ordre. Alors, est-ce qu'il reste un quart de point en zone euro ? C'était notre prévision, donc je vais vous dire oui, certainement. Mais la réalité, c'est que les choses vont très vite, effectivement, et que les datas, les informations pourraient se détériorer très vite dans les toutes prochaines semaines. Et dans ce cas-là, à l'occasion de la mise à jour trimestrielle, n'oublions pas que nous étions dans un comité intertrimestriel. Les banques centrales aiment bien pouvoir asseoir leur discours et leur guidance sur la base de la mise à jour de leurs prévisions. Ce sera au mois de juin. Cette mise à jour va
sans doute l'inciter à revoir à la baisse les prévisions de croissance, peut-être également l'inflation, parce que l'inflation est en tendance baissière, essentiellement du fait des effets de base, mais qui sont très forts. Hein. Et là, on pourra dire, bon, on a un peu de temps, on peut nuancer notre discours. La situation économique est en train de se dégrader. Pourtant, on sait qu'il y a toujours un décalage entre les hausses des taux des banques centrales et les effets sur l'économie. Est-ce que les banques centrales n'ont pas tapé trop fort et que le pire en matière de macroéconomique est peut-être encore à venir ? Alors, le pire est certainement devant nous et c'est quelque part ce que recherchaient d'ailleurs les banques centrales. La difficulté de la situation actuelle, c'est que probablement il va falloir passer par du pire pour véritablement mettre à l'écart cette problématique inflationniste, au moins temporairement. Et c'est tout. Il faut que ça soit brutal. Est-ce qu'il faut que ce soit brutal ou est-ce qu'il faut accepter un niveau d'inflation, une inflation ronronnante, on va dire, notamment dans la sphère la plus domestique, les services, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. C'est tout le débat en réalité. Probablement qu'on finira par l'accepter parce que vouloir véritablement éliminer les facteurs d'inflation qui sont surtout exogènes, c'est pas à la portée des banques centrales. Et le coût économique serait tel qu'effectivement, ça deviendrait complètement incohérent, notamment avec ce que cherchent à faire les gouvernements, qui cherchent quand même à protéger la situation conjoncturelle. Donc oui, le pire était devant nous, et c'est précisément parce que on a une forte dégradation qu'on pense que les banques centrales vont lever le pied sans tarder. Réunion aujourd'hui entre le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, et Bruno Le Maire à propos des critères d'attribution des crédits. Bruno Le Maire voudrait qu'on relève le plafond d'endettement ou qu'on autorise les remboursements de crédits sur une plus longue période pour dégripper le système. La Banque de France, elle, est très frileuse. Elle rappelle que ce sont avant tout des mécanismes de protection. Qui a raison ? C'est un sujet extrêmement délicat. Premièrement, le niveau des prix immobiliers est astronomique. Donc il y a un vrai sujet. Et donc si au moindre retournement des prix, donc on parle de 5% sur Paris, vous tirez les sonnettes d'alarme en disant au secours, il faut empêcher que les prix baissent parce qu'on est en vraie crise et il faut assouplir le système des prêts, voilà, vous entretenez un niveau de valorisation de l'immobilier qui exclut de facto de plus en plus d'acquéreurs potentiels. À la fois les ravages qui est susceptible de créer un retournement violent de l'immobilier économiquement sont dramatiques. Donc il y a un équilibre à trouver. En France, la situation est particulière. On a des critères de prêt qui sont très serrés et très contrôlés par rapport aux autres pays. Mais je pense que cette problématique immobilière, effectivement, elle fait partie de cette problématique inflationniste et des politiques monétaires. Rappelons-nous, aux États-Unis, l'un des premiers messages d'un des membres de la Banque centrale, c'est de dire « moi, je veux m'acheter un logement aujourd'hui, je ne peux pas ». Je ne peux pas parce que les prix sont trop élevés. Et donc, effectivement, je pense qu'il est nécessaire que les prix s'ajustent à la baisse. Après, il faut contrôler ce mouvement-là et augmenter les critères de prêt pour permettre de recréer une solvabilité auprès des ménages qui ont été exclus et qui ne sont pas toujours des ménages totalement insolvables. Ça me paraît du bon sens. Mais il faut laisser les prix baisser un petit peu. Il faut laisser les prix baisser. Se réguler tout seul, finalement. Il faut néanmoins probablement accompagner d'une politique un peu plus souple l'impact de la remontée des taux sur la solvabilité. Si on vous entend, le pic d'inflation est quand même derrière nous. Le pic d'inflation, alors j'ai envie de dire, il est certainement derrière nous, d'inflation totale. Les effets de second tour sont encore assez puissants. Et ces effets de second tour, on prend une fonction normale, on se dit dans 3-4 mois, ce sera fini. On sera sur la pente baissière. Mais c'est le moment où, précisément, si les banques centrales, et elles le sentent bien, relâchent trop vite, on pourrait avoir une prolongation de ces effets de second tour qui deviennent un peu permanents, enfin, ou plus durables. Hein. C'est toute la difficulté. Mais avec le choc économique qui est en train de se profiler, on a quand même du mal à envisager que ces effets second tour perdurent. Un dernier mot, très sincèrement, le recul de l'inflation, c'est l'effet des hausses de taux des banques centrales ou est-ce que c'est avant tout lié à la baisse du prix des matières premières et de l'énergie ? Tout à fait. Pour l'instant, 95% est lié à alors la baisse et puis la comparaison, puisque nous mesurons l'inflation sur un an, hein, c'est la norme. Rappelons-nous où étaient les prix de l'énergie, du pétrole il y a un an. C'est ce qu'on appelle l'effet de base. C'est l'effet de base. Et si vous stabilisez les prix du pétrole aujourd'hui, dans quelques mois, vous serez à moins 10% l'an.
même un peu plus, parce qu'ils ont baissé depuis ma dernière observation. Et ça veut dire que la contribution de l'énergie à l'inflation va devenir négative. Et à partir de là, effectivement, on aura les effets en chaîne inversés dans les services. Services, c'est quoi? C'est notamment la restauration. C'est des entreprises qui ont beaucoup de coûts énergétiques et qui, une fois qu'elles verront leurs factures se stabiliser ou voire baisser, eh bien, pourront elles-mêmes suivre ce mouvement. C'est un processus économique qui prend plusieurs mois, mais qui est quasiment imparable. Donc oui, nous avons dépassé le pic de l'inflation. Probablement qu'on va aller assez bas d'ailleurs, 3,5% avant la fin de l'année. La véritable histoire, c'est après. Et c'est celle-là qu'on attend. Est-ce qu'on retourne à 2% ou est-ce qu'on reste dans la zone de 3,5%? Merci beaucoup Véronique Riche-Flores d'avoir été avec nous.